Voilà, ici, je vais voir ce qu'on appelle les valeurs propres et les vecteurs propres. Les valeurs propres et les vecteurs propres. Voilà. Je vais voir donc dans cette vidéo cette notion de valeur propre et vecteur propre. Cette vidéo aussi n'aura uniquement pour but de savoir ce qu'est les valeurs propres et les vecteurs propres sans vous en montrer comment les rechercher. Voilà, je ferai une vidéo qui va vous montrer comment on recherche ces valeurs propres et ces vecteurs propres. Donc, on va rechercher un lambda, bien sûr, lambda c'est une valeur propre, c'est une valeur, hein, on va chercher une valeur. On va chercher une valeur, on va chercher un vecteur. On va chercher un vecteur. Voilà. Donc, ici, on va rechercher cette valeur et ce vecteur. Mais le but de cette vidéo ici, c'est pas de rechercher le lambda, le v. Ça, je vous montrerai comment on fait par une technique qu'on appelle la diagonalisation, qui permettra de trouver le lambda et v. Donc, on va rechercher au travers des systèmes d'équations, on va pouvoir retrouver tout ça. Lambda et le v. Bon, mais ici, le but, c'est pas de vous montrer comment retrouver lambda et v, c'est vous montrer, je veux dire, ce qu'est les valeurs propres, ce que sont les valeurs propres, ce qu'est les vecteurs propres, et je veux dire, la relation qui est mise en évidence pour retrouver, pour pouvoir, je veux dire, aller vers le chemin de la recherche de valeurs propres et de vecteurs propres. Pour ça, il faut une définition. Bon, alors, la première des choses, c'est, qui dit vecteur, ben, on a un espace vectoriel muni de la log plus, et qui dit valeur, ben, on a voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, un champ. Alors, quand on a un champ, on a déjà K+. Voilà, on a une structure K+, mais on a une structure aussi K fois. Voilà. Et ici, on a T+, qui est un espace vectoriel. L'espace vectoriel, ben, il répond à des critères, comme le répond ici le K+ fois le champ. Le champ répond à des critères. Bon, quels sont les critères de K+? Ben, il y en a 5. Il y a 5 critères parce que c'est un groupe abélien. K+ est un groupe abélien. K0 fois est un groupe abélien. Voilà. Donc il y a 5 critères, 5 critères. Voilà, ce qui veut dire qu'on a au total 10 critères. Bon, et je vous rappelle que les critères, c'est avoir une loi de composition interne est partout définie, avoir l'associativité, le neutre, le symétrique et la commutativité. On a bien un groupe abélien ou dit commutatif. On a bien nos 5 critères. Ici, 5 critères. Ici, c'est pareil, on a nos 5 critères. Voilà. Maintenant, on va jouer entre une loi de composition externe, parce qu'on a deux structures, plus et fois. On a la structure de deux lois. Donc ici, on va jouer avec les deux lois pour faire la distributivité. Distributivité, ça va nous donner ce qu'on appelle un anneau. Et on sait bien que là-dedans, si on a un anneau, voilà, si on a un anneau unital et que cet anneau est commutatif, déjà si on a un anneau unital, c'est ce qu'on appelle un corps. Et si le corps est commutatif, et que c'est un anneau unital et commutatif, on a un corps commutatif, eh bien on a un champ. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a trois critères en plus. Pour avoir un champ, on a 3 critères en plus. Ce qui fait que pour avoir un champ, on a 5 plus 5, ça fait 10 critères, plus les 3 critères qui lient les deux lois, plus ces fois, ce qui fait 13 critères au total. 13 critères. Alors, ici, on a un espace vectoriel, bien sûr, sur le champ K plus fois. Ça veut dire qu'il y a une liaison entre E et K. Alors, ici, l'espace vectoriel, ben, il y a combien de critères? Ben, E est déjà un groupe. En soi, ET+, c'était un groupe abélien. Voilà, on a tous des groupes abéliens. Ici, on a 1, 2, 3 groupes abéliens. Voilà, et ce qui veut dire qu'on a 5 critères comme ici. Voilà. En plus de ça, ici, c'est un espace vectoriel. Ça veut dire qu'on a 4 critères en plus. Bon, l'espace vectoriel, il va jouer va faire le lien. L'espace vectoriel va faire le lien entre les 4 critères ici, va faire le lien entre la distributivité, voilà, entre du plus et du fois ici, du plus. Voilà, on aura une distributivité, on en aura deux, l'associativité mixte et l'absence de l'élément unité sur un vecteur. Voilà, on a 4 critères en plus, ce qui fait qu'on a 9 critères. Donc on a un espace vectoriel sur le champ K plus fort, on a une liaison, donc on a bien ici un homomorphisme, c'est-à-dire qu'on a des objets mathématiques, on lit ces objets, par une structuration
des lois qui va lier tout ça. Je veux dire, on a des objets mathématiques qui est l'ensemble E, l'ensemble K. L'objet mathématique ici, ce sont deux ensembles, et on définit déjà un premier lien entre E et K. Entre E et K. Donc ici, on a combien de critères? Ben, on en a, je l'ai dit, là on avait 13 critères, et là on en a 9 critères, ce qui veut dire qu'on a au total 21 critères. 21 critères. Bon, je ne regarde pas si c'est une application linéaire, hein. Je ne regarde pas ça. Je regarde, moi il me faut pour l'instant, pour parler de vecteurs propres, valeurs propres, j'ai besoin de 21 critères pour définir deux ensembles, pour jouer avec les valeurs propres et les vecteurs propres. Pour manipuler, plutôt que de jouer, parce que ici c'est vrai que je ne joue pas, c'est des manipulations de valeurs. Bon. Alors, ceci étant dit, on va définir, bon, tout d'abord ici on va manipuler des vecteurs et des valeurs propres. Donc on va jouer, on va manipuler des vecteurs et des valeurs propres. Mais je veux associer, donc j'ai pris un ensemble E, ET+, et que j'ai associé avec l'ensemble K, K plus fois. Bon, ceci, je peux l'écrire, bien sûr, je peux écrire comment? K plus fois, point virgule, E, T plus, voilà. Je peux écrire ça comme ça, hein. C'est un espace vectoriel sur le champ K plus fois. Donc j'ai bien un homomorphisme, c'est-à-dire un morphisme d'ensemble. J'ai des ensembles présents avec des structures algébriques qui sont derrière et un lien entre E et K, puisque c'est un espace vectoriel. Donc j'ai d'office un lien entre E et K. Alors maintenant, je peux écrire plus facilement. Je peux enlever ceci. Je suis pas obligé de mettre par abus. Je peux écrire ceci. Par abus, je peux écrire ceci. Mais on comprend que c'est E est muni de la loi de sa propre loi. T+. Alors pourquoi T+? Parce que c'est sa propre loi plus. Hein, il possède son neutre à lui, E0. 0E. Et lui, il possède son neutre à lui qui est 0K. Hein. Alors, par abus, je peux écrire K, KE. Je peux écrire KE. Ah, on comprend. Si j'écris KE, on comprend. C'est un espace vectoriel sur le champ K. Mais lui, il est muni de sa propre loi plus, c'est-à-dire que c'est l'addition des vecteurs. Hein, si je fais X, T plus Y, ben, j'additionne deux vecteurs. C'est la loi de E plus de E. Voilà. Et si je fais 3 plus 5, ben, c'est la loi plus de K. C'est pas les mêmes plus. Hein. Voilà, là, la somme de deux vecteurs donne un vecteur. La somme de deux nombres donne un nombre. Voilà, et dans un espace vectoriel, ben, les éléments de E sont appelés les vecteurs, les éléments de K sont appelés les scalaires. Voilà. Pour autant que les 4 critères soient vérifiés. Hein. Donc que ce soit un espace vectoriel. Une fois qu'on a un espace vectoriel, on peut appeler les éléments de E un vecteur, des vecteurs, et les éléments de K des scalaires. Alors, maintenant, pour définir ce que c'est qu'une valeur propre, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va multiplier une matrice A fois une matrice vecteur. Voilà, je vais l'appeler matrice, comment est-ce que je pourrais écrire ça? Matrice, ouais, je vais marquer ça, matrice vecteur. Voilà. Alors, si je trouve un scalaire multiplié par cette même matrice vecteur, eh bien, vous aurez compris que ce sera la base de la définition de valeurs propres et de vecteurs propres. Alors, tout d'abord, là, vous voyez bien qu'ici, on a matrice vecteur. Si je trouverai, bien sûr, je vais mettre les conditions par après. Je n'ai pas encore mis les conditions, je vais les mettre après. Si j'arrive à trouver que lambda fois une matrice vecteur est égal à une matrice fois une matrice vecteur, ben on voit bien que j'associe à la matrice 1 un nombre lambda. Alors là, à ce moment-là, si ce sera le cas, ben on va appeler ça la valeur propre, et bien sûr, le vecteur sera appelé le vecteur propre.
lambda sera la valeur propre de A, et fatalement, le V sera le vecteur propre de A. Mais je n'ai pas encore mis les conditions. Alors, les premières conditions, c'est que le A, c'est une matrice qui peut être appartenir à R, ou elle peut appartenir au complexe. Ce qui veut dire que là, le lambda peut appartenir à R, mais il peut appartenir aussi au complexe. Parce qu'ici, s'il s'agit de vecteurs, ben, si on a des vecteurs et des vecteurs ici, si on multiplie par des vecteurs par des réels, ben, on doit avoir le même résultat qu'un vecteur multiplié par un réel. Si j'ai, parce que c'est le même vecteur, matrice vecteur ici, hein, c'est la même matrice vecteur. Donc si j'ai des complexes, ben, lambda sera complexe. Hein. D'office, ça on comprend. Hein. Parce qu'on associe le A, la matrice là, on va associer un nombre. Ben, maintenant, pas confondre avec le déterminant, parce qu'un déterminant, c'est aussi l'association à une matrice, on associe un nombre. Mais on connaît la loi d'association. Quelle est la loi d'association dans les déterminants? Ben, vous connaissez la formule pour calculer le déterminant par la définition. Hein. C'est une somme de produits avec des permutations. Hein. C'est une somme de produits. C'est une somme de produits. Voilà, donc on associe une matrice à un nombre, ce qu'on appelle le déterminant, mais là, on connaît c'est une somme de produits avec des permutations. Par contre, ici, bon, on associe aussi un nombre. On associe, à une matrice, on associe un nombre, mais ce n'est pas le déterminant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand vous avez cette égalité ici, ben, c'est ce qu'on appelle ce nombre-là, qui est associé à la matrice A, mais ce sera la valeur propre de la matrice, et fatalement, le vecteur qui sera associé dans cette multiplication-là sera appelé vecteur propre de la matrice. Alors maintenant, les conditions. Donc, c'est que A peut être complexe ou, bien sûr, ça, qu'est-ce que c'est que lambda? Lambda, c'est K. Hein. Ça appartient à K. Alors, K peut être égal à R ou K peut être égal au complexe. Hein. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Maintenant, voyons voir autre chose. Ici, la matrice A, elle est d'ordre n, c'est-à-dire c'est une matrice carrée. On va faire une matrice carrée. Donc, on a une matrice n fois n. Bon. Déjà, pour être multipliable, la multiplication matricielle n'est pas partout définie. Parce que faire A fois B est possible que si on a M, P, P, Q. Il faut que j'ai le même. Quand la matrice de gauche est multipliée par une matrice de droite, déjà, A fois B n'est pas forcément commutatif. Hein, n'est pas forcément commutatif. Voilà. Elle commute il y a commutativité sur certaines conditions. Pour qu'elle commute, voilà. Vous allez voir que elle commute quand elles sont idempotentes, ça oui, elles commutent. Hein. Déjà, ben bon, la commutativité n'est pas présente. Hein, donc, on n'a déjà pas la multiplication matricielle, n'est déjà même pas commutative. N'est pas un groupe. Hein, parce qu'elle n'est même pas commutative. En plus de ça, regardez bien ici, la loi, elle n'est pas partout définie. Là, on peut multiplier des matrices que si la condition est on a la colonne de A soit égale à la colonne, soit égale au nombre le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Quand je l'écris comme ceci, A fois B. Déjà, c'est même pas commutatif. Hein, la commutativité n'a lieu que dans certaines conditions. Voilà. Et là, en plus de ça, A fois B est possible que si le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes de B, le nombre de colonnes de A soit égal au nombre. Donc là, il y a une condition de multiplication. Voilà. Donc la multiplication matricielle n'est pas, je veux dire, voilà, n'est pas partout définie. N'est pas partout définie. Et en plus de ça, elle n'est pas commutative. Voilà, on ne peut même pas parler de groupe là-dessus. Voilà, donc la multiplication matricielle n'est pas, on ne peut pas parler de groupe pour la multiplication matricielle, mais maintenant ce qui veut dire quoi, ben, que pour multiplier par la matrice vecteur, ben, je dois avoir du n, au moins du n ici. Au moins du n ici. Bon, celui-ci c'est un scalaire, hein, c'est pas une matrice, hein. C'est une valeur. Voilà. Alors, maintenant, continuons notre petite analyse. Eh bien, le vecteur, il appartient à quoi? Il appartient à l'ensemble E.
voilà, que j'appelle vecteur V ou U, hein, peu importe. Voilà. Et le V, bon, déjà, le V doit être, pour avoir la multiplication possible ici, sachant que je prends, si j'ai un vecteur, si j'ai une matrice NN, ben, je dois avoir un vecteur d'ordre, enfin, avec des composantes qui sont V. Les composantes, c'est X1, X2, 3 petits points, Xn. Donc je vais avoir du X1, X2, Xn. Mais attention que ça, c'est un vecteur. C'est un vecteur. Le vecteur doit être mis sous forme de matrice. Le vecteur doit être mis sous forme de matrice. Donc, est-ce une matrice ligne ou colonne? Parce que bon, un vecteur peut être mis sous forme de matrice ligne ou matrice colonne. Or, ici, on sait bien qu'on a n éléments. N éléments, mais on a n éléments. N éléments, mais on n'a qu'une seule. Si je devais le placer sous forme de matrice, j'ai qu'une seule colonne. Je suis obligé de mettre n comme ceci. Donc j'aurai du n1. Et le résultat va donner du n1. Donc ici, on comprend qu'on aura du n1 aussi. Bon, je peux écrire n fois n ou n,1. N fois 1. Donc le résultat vous l'avez ici. Hein. Voilà, le résultat de la multiplication, c'est n fois 1. Donc ici, on aura du n fois 1. On a un scalaire fois du n fois 1. Alors, on n'a pas une matrice ligne. On a une matrice colonne. C'est une matrice colonne. On aurait pu avoir une matrice ligne, mais ici, c'est pas le cas. On a une matrice colonne. Parce que ça dépendait des conditions qu'on en a ici. Voilà, donc on a bien une matrice colonne. Donc la matrice ici va être mise sous forme de... Le vecteur ici, avec ses composantes, vont être mis sous forme d'une matrice colonne. Bon, maintenant, en informatique, qu'est-ce qui se passe en informatique? Ben, une matrice, qu'est-ce que c'est? Ben, une matrice, c'est un tableau de nombres. On peut mettre aussi bien des nombres que des caractères en informatique. C'est pas le cas ici. Ici, la matrice, déjà, une matrice, c'est que des nombres. Pur, point à la ligne. Une matrice, on met que des nombres. En mathématiques, on joue avec des ensembles de nombres. On joue avec des ensembles de nombres. Bon, on peut jouer avec des lettres, mais bon, là, ça n'a rien à voir. C'est avec la combinatoire. En analyse combinatoire, on peut avoir des ensembles de lettres et former des dénombrements via des lettres. Oui, pourquoi pas. Ou même des objets qui sont des dessins. Ou quoi, on peut faire des dénombrements sur des dessins, etc. Les ensembles seront des dessins. Voilà, mais en général, en mathématiques, bon, les ensembles, on joue sur des ensembles de nombres. Mais l'informatique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer avec des nombres, il va jouer avec des images, il va jouer avec, voilà, avec des caractères, voilà. Et donc, dans un tableau en informatique, peut-être tout et n'importe quoi. Tout ce qu'il peut stocker, il peut le mettre organisé sous forme comment on appelle ça, de tableau. Bon, et c'est une architecture un peu spécifique parce que il n'y a pas de tableau en informatique. Véritablement, le tableau en mémoire, c'est pas des tableaux, c'est des cellules. Bon, les cellules mémoire peuvent être contiguës, bien sûr. Cellules mémoire, quand je parle de cellules mémoire, c'est quand le programme tourne. Parce que les données sont dans le disque dur ou dans un support de stockage. Et quand les données tournent, bon, elles vont en mémoire. Et si vous avez l'informatique, il y a un programme informatique qui utilise un tableau, mais ce tableau-là, il va aller en mémoire. Il va aller en mémoire. Mais en mémoire, ce n'est pas des tableaux, ce sont des cellules. Mais c'est de l'architecture qui fait en sorte que l'adressage qui fait en sorte qu'on a une vue d'un tableau alors qu'on a, des cellules mémoire. Ici, via l'architecture des cellules mémoire, créer une architecture tableau de nombres ou tableau de caractères. Voilà. Donc l'informaticien, je veux dire, en externe, lui, il voit un tableau. Alors qu'en mémoire, c'est une organisation spécifique. Voilà. Donc il voit un tableau, mais un tableau, pour lui, c'est un tableau de valeur ou un tableau de caractères. Voilà. Maintenant, venons-en à l'informatique avec traitement de valeur dans un tableau. Uniquement traitement de valeur. Bon, omettons les caractères dans un tableau informatique, mais ces valeurs-là, on peut en faire des tableaux de dimension n. Par exemple, je prends un tableau de dimension 2 lignes, 3 colonnes, ou 3 colonnes, 4 lignes, ou 5 lignes, 6 colonnes, ou encore, voilà, à plusieurs dimensions. Je peux avoir plusieurs dimensions. Hein. Voilà. J'ai pas forcément que des dimensions 2 x 2. Je peux créer une dimension 3. Voilà, je peux créer une dimension 3. Donc, avoir un espèce de cube. Un cube et mettre les informations dans un espèce de cube. Donc, il n'y a pas de cube
en mémoire, hein, en mémoire informatique, il n'y a pas de cube. C'est la vue logique qui fait qu'on a un cube. Mais physiquement, c'est pas un cube, ce sont des cellules mémoire qui sont... Voilà, c'est des stockages dans des zones mémoire. Des zones mémoire, donc on ne peut pas parler de cube. Le cube, c'est vu parce que c'est au niveau logique, comment c'est interprété au niveau logique. Au niveau de l'informaticien, il voit un espèce de cube de données, si on est à 3 dimensions. Voilà. Alors, parlons ici du simple tableau à 2 dimensions, pour ne pas compliquer les choses. Ben, on prend un 3x3, 4x4, 5x5, voilà. Donc on peut attribuer une taille au tableau. Mais maintenant, en informatique, si vous avez un tableau 1 x 3 ou 3 x 1, lui il considère que c'est un tableau de nombres, mais on appelle ça en informatique un vecteur. Voilà, on appelle ça un vecteur en informatique, qui est un tableau, ligne ou colonne, peu importe. Mais les mathématiques ne font pas ça. Ne font pas ça. Mathématiques, pour les objets mathématiques, qu'on appelle l'homomorphisme ou le morphisme, le vecteur est un objet en soi. C'est un objet en soi. Et si vous devez le mettre dans un vecteur, ben, c'est un autre objet en soi. C'est un vecteur mis dans un tableau. Voilà. Si vous devez le mettre dans une matrice, le vecteur mis dans une matrice, mais c'est deux objets séparés. C'est deux objets séparés en soi. Voilà, c'est deux objets séparés en soi. Donc, mais l'informatique, non. Pour lui, le vecteur, c'est déjà une matrice en soi. Le vecteur en informatique est une matrice en soi, une matrice ligne ou colonne. Alors que le vecteur en mathématiques est un élément à part. C'est un objet mathématique en soi. Et quand on va le mettre dans une matrice, c'est un objet en soi. C'est un objet qui est une matrice pour laquelle on a inséré un vecteur. Voilà. Alors que l'informatique, non. Lui, un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est une matrice, soit d'une ligne, une matrice ligne ou une matrice colonne. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que le morphisme, les objets mathématiques, qu'est-ce qu'on a ici? On a un vecteur, V. On a quoi? Bien sûr, un vecteur à n éléments. Parce qu'on a un vecteur qui, je vous l'ai dit ici, on va prendre n fois 1. Donc V est égal à x1, qui sont ses composantes. X3, tiré de quoi? De K, parce que c'est un espace vectoriel sur le champ K. Donc ici, ce sont tous des réels. Hein. Si K est réel, mais si j'aurais des complexes ici, si le champ K est complexe. Voilà. Donc ici, j'ai n éléments. Je suis obligé d'avoir un élément. C'est pour multiplier avec la matrice nn. J'ai n éléments. Bon, n c'est combien? C'est peut-être 2 plus 3. Mais si je mets 2 ici, j'ai une 2, 2. Si je mets 3 là, j'ai une 3, 3. Si je mets 4 là, bien sûr, c'est le vecteur ici qui va conditionner, je veux dire, la matrice ici. Hein. Si j'ai 5 éléments, si j'ai 5 éléments, c'est-à-dire, comment on appelle ça, des composantes. Si je suis dans R5, j'aurai 5 éléments. Si je suis dans R6, 6 éléments, j'aurai 6 éléments réels. 6 éléments. Bon, mais là, j'en ai n. J'en ai mis un pour n pour être généralisé. Hein. C'est une généralisation. C'est une généralisation qu'on a ici, que j'ai ici. Voilà. Donc ceci, c'est quoi? C'est un objet en soi, un objet mathématique qu'on va mettre dans une matrice. Une matrice. Voilà. Donc je vais en informatique, c'est pas ça. On a directement un vecteur, c'est une matrice. Mais ici, j'ai un vecteur et je vais le mettre dans une matrice V. Et matrice V appartient, bien sûr, ici à Kn fois 1. Il appartient à Kn fois 1. Donc je vais passer, V appartient à quoi? V appartient à Rn. Voilà. V appartient à l'espace vectoriel sur le champ K, qui est ici R, voilà, de dimension n. Maintenant, si je prends ici K vaut n, j'aurai la matrice, c'est R fois n fois 1. Je suis passé de Rn à Rn fois 1. C'est pas la même chose. Hein. Pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est comme ça. On a un morphisme, ça, le morphisme de 6, c'est un vecteur. Et ça, c'est un morphisme de matrice.
C'est une matrice. L'informatique ne fait pas ça, justement, elle mélange les deux. Un vecteur, pour lui, c'est une matrice. Voilà, c'est une matrice spécifique, ligne ou colonne. Par contre, ici, on a un vecteur qui est introduit dans une matrice, et cette matrice est une matrice ligne ou colonne. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est une matrice colonne. Voilà. Ne pas confondre l'informatique et les mathématiques. Les mathématiques distinguent les objets, alors que les mathématiques, bon, le vecteur, pour lui, c'est déjà une matrice en soi. Alors que les mathématiques et le vecteur, c'est un vecteur, et la matrice, c'est une matrice. C'est une matrice. Voilà. Donc ici, on a combien d'objets? Ben, on a un vecteur qu'on a mis sous forme de matrice, ça fait déjà 2 objets. On a une matrice qui fait 3 objets ici, matrice A, qui appartient, bien sûr, A appartient à l'espace vectoriel K, n fois n. Lui, il appartient, M, matrice V, appartient à K, n fois 1, et lambda, ben c'est lambda appartenant à K, et MV, je l'ai déjà comptabilisé ici. Voilà. Donc, on a combien d'éléments? Oui, on a aussi V qui appartiennent, les vecteurs qui appartiennent à l'espace vectoriel E, sur le champ K, K plus fois. ET plus sur le champ K plus fois. Tout à l'heure, j'écrivais KE, mais je peux écrire EK. On comprend aussi hein, que j'écris AKE ou EK, on comprend que E est l'ensemble de l'espace vectoriel sur le champ K, ou c'est égal à KE. Hein. Que je mette KE ou EK, c'est le même. Je peux mettre KE. Voilà. Donc on a combien d'objets ici dans ce morphisme? Ben, j'ai des matrices de n ligne, m colonne, de dimension n fois n. Voilà. Là, j'ai une deuxième matrice appartenant toujours à K n fois 1, qui est un espace vectoriel sur le champ K, mais de dimension n fois 1, là, la dimension n. Ici, lambda appartenant au scalaire, donc à l'ensemble K. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 objets. Hein. 4 objets. 4 objets. Alors ici, on en voit combien d'objets? Ben, on en voit 3 parce que MV ici, il est le même. Hein. MV ici, il est le même. Donc en fait, il y a 4 objets, mais pourquoi? Parce que justement, ici, c'est trompeur. Le V, le vecteur V appartenant à E, on l'a transformé, si vous voulez, en matrice. Hein. On l'a transformé en une matrice MV, qui est une matrice N ligne. Enfin, c'est une matrice ligne. Hein. Non, c'est une matrice colonne. Matrice colonne, c'est une matrice colonne. C'est une matrice colonne. Alors, voilà, donc le V, il est transformé en MV. Donc, mais MV, il est 2 fois ici. Il est 2 fois, mais on voit 3 choses ici. 1, 2, celui-là est le même que celui-là, ça fait 2, et celui-là, ça fait 3. 3. Mais on a 4 objets, parce que le V, il est devenu MV. Derrière MV se cache un vecteur appartenant à E. Voilà, alors maintenant, ceci étant dit, donc lambda, il appartient à quoi? Il appartient à K. Mais K, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être soit les réels, ou ça peut être K, ça peut être les complexes. Mais K, on associe à A le lambda, parce que MV, ils sont les mêmes. Donc A appartient, si vous voulez, les éléments de A appartiendront à R n fois n, ou A appartiendra, si lambda appartient au complexe, mais on aura C n fois n. Voilà, donc la matrice ici, elle est soit réelle ou complexe. Et là, la valeur, elle est soit réelle ou complexe. Bon, tout dépend. Donc, dans les vecteurs propres, valeurs propres, ça peut être des réels ou des complexes, peu importe. Ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Mais en tout cas, ça s'appelle les valeurs propres de la matrice A. Et V sera considéré, j'ai pas dit MV, mais V, le vecteur sera considéré comme vecteur propre. Pas la matrice. Voilà. Alors maintenant, la matrice, comment je vais l'écrire? Ben, c'est une matrice NN. Ben, on aura x1, x2, x3, 3 petits points, xn. C'est une matrice colonne, vous aurez compris, puisque c'est une n fois 1. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai une n fois 1 ici. J'aurai x1, x2, x3, 3 petits points, xn. Voilà, ici j'ai une n fois 1. Et voilà, et lambda est un scalaire. Soit complexe ou réel. Alors, qu'est-ce que c'est que lambda? Ben, lambda, c'est bien sûr la valeur propre associée à la matrice A. Et le vecteur, attention, le vecteur V x1, x2 jusqu'à xn est le vecteur associé à la matrice A, et ce qu'on appelle le vecteur propre de la matrice
Donc le but ici, c'est pas de vous montrer, je veux dire, comment la calculer. Ça, je vous montrerai qu'il y a une technique qu'on appelle la diagonalisation qui permet de calculer lambda et de trouver le vecteur. Bon, maintenant, voyons voir. Je vous ai dit les conditions. Les conditions, il faut que x1, le vecteur v, il appartient à quoi? Il appartient à l'espace vectoriel E. L'espace vectoriel E. Donc, bien sûr, ET plus. Bon, sur le champ, bien sûr, K plus fois. Voilà. Alors, lui, il a son neutre, hein, c'est 0K. Et lui, il a son neutre 0E. Alors, K, le neutre de 0K, c'est quoi? Ben, c'est 0. Hein. Le neutre pour l'addition, des nombres, hein, parce que ça, c'est K, c'est peut-être les réels ou les complexes, mais le 0 de l'addition, ben, c'est 0. Hein. 0 plus 5, ben, ça fait 5. 0 plus 10, mais ça fait 10. Il n'agit pas. L'opérateur 0 n'agit pas sur un quelconque des nombres, donc il reste neutre. Donc voilà. Donc le 0K de K, mais ça fait 0. Mais le 0 de E, ça n'a rien à voir. Là, 0 de E, ça veut dire que j'ai des 0 partout. Par exemple, si je suis dans R carré, le 0 de R carré, ben, c'est 0,0. Le 0 de, voilà, 0,0. Si j'ai le 0 de R cube, mais c'est 0,0. Voilà, dans R cube. Et R4, j'aurai 4 zéros. Dans R5, j'aurai 5 zéros, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le 0 de E n'est pas le même que 0 de K. Voilà. Et là, il contient combien de zéros? Il en contient ici, dans ce cas-ci, N0. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que je peux mettre justement, si je prends le vecteur nul, si V est égal au vecteur nul, est-ce que je peux l'introduire? Non, on ne peut pas. On peut pas. Pourquoi? Parce que ici, je vais vous expliquer une chose ici, c'est que le lambda ici, il est unique. Le lambda, il est unique. Si on a U qui est un vecteur propre, ou V ici, hein, si je parle de V ou U, peu importe, si V est un vecteur propre, alors la valeur propre associée est unique. Voilà, elle est unique cette valeur propre. Or ici, vous voyez que si je mets 0, 0, 0, on aura 0, 0 partout ici. Hein. Donc ici, je peux multiplier n'importe quel nombre par 0 pour obtenir ceci. J'aurai toujours beaucoup de valeurs. A correspondra à beaucoup de valeurs. A correspondra à beaucoup de valeurs. Voilà, donc, mais normalement, le lambda doit être unique. Donc, je dois extraire ce fameux neutre de E. Je ne peux pas avoir 0, 0, 0, 0, 0. Donc, on peut parler de valeur propre et de vecteur propre, mais il faut extraire la valeur 0. La valeur 0 est extraite. La valeur 0 est extraite. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, donc je peux définir maintenant les choses correctement. Étant donné donc une matrice carrée d'ordre n à coefficient réel ou complexe, que j'appelle A, alors un vecteur que je vais appeler V, de composante x1, x2 jusqu'à xn non nul, je vais vous le dire maintenant, est un vecteur, le V sera un vecteur propre de la matrice A s'il existe un nombre réel que j'appelle lambda, qui est réel ou complexe, tel que le produit de la matrice M par enfin, tel que, je m'excuse, tel que il existe donc un lambda réel ou complexe, tel que le produit de la matrice A par la matrice vecteur par la matrice MV ici, soit égal au produit de lambda par la matrice MV. Alors qu'est-ce que c'est que le MV? Mais c'est le vecteur que j'ai mis en matrice. C'est le vecteur que j'ai mis en matrice. C'est le vecteur que j'ai mis en matrice, que j'appelle la matrice vecteur. La matrice vecteur. Voilà. Et si on a ceci, ben, la définition d'après celle que je viens de vous dire, eh bien à ce moment-là, on peut dire que le nombre lambda est appelé valeur propre de la matrice A. Lambda est la valeur propre de la matrice A associée
bien sûr, le nombre lambda est associé au vecteur propre V. Au vecteur propre V. Lambda est associé au vecteur propre V. Voilà, je vais donner un exemple. Mais avant toute chose, maintenant, voyons voir par les applications. J'ai pas dit par les applications linéaires, j'ai dit par les applications. Voilà, par les applications. Applications. Ah, j'ai pas dit application linéaire, hein, j'ai dit application. Alors, les applications, qu'est-ce que c'est? Les applications, je vous ai toujours dit qu'une application, qu'est-ce que c'est? Mais ça reste dans l'unicité. On est dans l'unicité. On a toujours un résultat et l'unicité. Alors, quel que soit x appartenant à un ensemble E, qui est un espace vectoriel, il existe, on va dire, un seul résultat possible, tel que il existe un seul résultat possible, tel que l'on est T de X appartient toujours à E. Voilà, T, qu'est-ce que c'est? T, vous savez très bien que c'est une application. J'ai pas dit une application linéaire, je dis application. Pour avoir une application linéaire, il faut deux critères parmi les innombrables critères qui précèdent. Hein. Oui. Voilà, j'ai déjà tout écrit ici, en fait, tant mieux. Bon, donc ici, j'avais déjà écrit dans la vidéo précédente ceci. Donc, on a ET+, qui est un espace vectoriel sur son K plus fois. Voilà, ici, on a le neutre de E qui doit être éliminé pour parler de vecteurs propres et de vecteurs propres et de valeurs propres. Mais il faut extraire le vecteur 0, 0, 0, 0. Donc, on extrait, il faut que le vecteur V soit différent du neutre de E. Voilà. Voilà. Ça, c'est une des conditions que je vous ai dit, vous le savez très bien. Alors, le T, c'est un endomorphisme, c'est-à-dire que on va voir une application non pas de E vers F, non pas de E vers F, mais dans E vers lui-même. Et quand on a une application de E vers lui-même, c'est-à-dire par exemple de R carré vers R carré, de R cube vers R cube, de R4 vers R4. Là, à ce moment, on a un endomorphisme, ce qui est, voilà, c'est spécifique. On a une application sur lui-même. R cube, R cube, R carré, R4, 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 R5, R5, R6, R6. Voilà, on utilise de E vers E. Le point de départ est l'ensemble E, l'ensemble d'arrivée l'ensemble E. L'ensemble de départ est l'ensemble, la source est l'ensemble E, et la finalité l'ensemble E. Donc on a l'entrée, la sortie, si vous voulez. On entre du R carré, on sort du R carré, c'est ça que ça veut dire. Et là, à ce moment-là, quand on a ça, on a l'application est un endomorphisme. Mais qu'est-ce que c'est qu'une application? Mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on a qu'un seul résultat possible. Et on a toujours un résultat. Toujours un résultat et un seul résultat possible. Voilà. Et donc, c'est bien ce que je vous ai noté ici. Quel que soit X appartenant à E, il existe une seule valeur pour laquelle on a T de X qui est toujours, quand je remplace pour avoir la transformée, là j'ai E, là la transformée elle est là, pour voir E. Je fais une transformation. Je fais une transformation, dans ce sens-là bien sûr, eh bien, un X, quand je fais la transformation, ici, T de X, mais le T de X est unique. J'ai pas de résultat possible. Par exemple, si je prends un cas de figure, hein, pour vous expliquer ça, 2 plus 3, ça fait 5. Ça fait pas, 2 plus 3 ne fera jamais un autre résultat que 5. Et quel que soit le résultat de nombre que vous allez prendre, ben vous avez toujours une valeur. Toujours, toujours, toujours. Mais il est unique, ce résultat est unique. Voilà. Et ça, c'est ça que ça veut dire. Quel que soit x que je veux prendre de E, il existe un seul résultat tel que t de x. Il existe un seul t de x, un seul résultat tel que t de x appartienne à E.
On n'a qu'un seul résultat, et on aura toujours un résultat, mais il sera unique. C'est ça que je veux dire. Bon, bah, donc ici, on travaillera non pas avec E et F, mais avec E dans E. Donc T ici est un endomorphisme. Voilà, on a un endomorphisme. Alors, quand est-ce qu'on aura une valeur propre? Mais V, le vecteur V est un vecteur propre de l'application, si seulement, si bien sûr, le V, ouais, si je l'ai noté ici V, hein, parfois je joue avec V, parfois avec E, si V est différent du neutre E, et il existe lambda appartenant à K tel que T de U égale lambda U. Attention que ce lambda il est unique, hein. Il existe un seul lambda. Il existe lambda appartenant. Ben, bien sûr, il y a plusieurs lambdas pour différents. S'il existe différents vecteurs propres, mais il existera des lambdas pour chaque vecteur propre. Chaque fois qu'il y aura un vecteur propre, il y aura un lambda. Mais ce lambda, il est unique. Il est unique pour un vecteur propre, il est unique. Alors là, on fait la transformée. T de U, T de V, je m'excuse si je joue avec V, je ne sais pas pourquoi j'ai mis U ici, c'est T de V. La transformée de V est égale à lambda fois V. Effectivement, c'est ce qui se passe. Hein. Mais voilà, on aura ceci. On aura ceci. Voilà. On aura ceci. Lambda fois V, lambda fois le vecteur sera égal à la transformée du vecteur V. On aura ceci. Et donc ça, c'est notre définition, si vous voulez, par les transformés. J'ai pas dit par les transformés linéaires, hein, j'ai dit par les transformés. Par les transformés, c'est une autre définition, si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, est venu le moment de vous donner un exemple de ça. Je vais vous donner un exemple. Mais pas comment on le calcule. Comment du calcul, c'est par diagonalisation, je vous ferai ça dans une autre vidéo. Voilà, on va. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Tout fait. Si je prends A. A fois la matrice V est égal à lambda fois la matrice V. Bon. Je vais aller chercher un exemple sur Internet. Parce que c'est vrai que, bon, comme je n'ai pas encore calculé, il me faut un exemple. Je vais aller sur Internet chercher un exemple. Après, je vous montrerai comment on calcule tout ça. Hein. Bah, bon, pour l'instant, moi, je vais vous donner un exemple brut. Donc, je ne calcule rien. C'est pour vous montrer sur base d'un exemple comment ça va. Donc, je suis obligé d'aller rechercher sur Internet parce que je n'ai pas d'exemple. Je pourrais vous en trouver un, vous en formuler un comme ça, mais il faut que je cherche. Mais bon, en attendant, la vidéo, elle va passer. Donc, à ce moment-là, c'est pas, je veux dire, agréable d'attendre pendant que je recherche. Donc, voilà. Je vais vite vous en donner un, ça vous allez comprendre. Voilà. Voilà, donc j'ai trouvé ceci. Donc c'est le A, ils ont mis une matrice 2-2. Hein.
Là, on a affaire à une matrice de 2. Donc, fatalement, ici, ils ont une matrice, 2 fois 1. S'ils ont une 2 fois 2 ici, ils ont mis une matrice 2 fois 1 ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Je vois qu'ils ont mis... matrice A, c'est 1, moins 3, moins 2, 1, moins 3, moins 2, 2. Voilà, ça c'est la matrice A. Alors, pour la matrice V, qu'est-ce qu'ils ont mis? Voilà, pour la matrice V, en fait, ici, il y aura deux vecteurs propres. Hein. Il y aura V1 et V2. Voilà, il y aura deux vecteurs propres. Bon, je le fais d'abord avec le V1. Hein. Je vais faire étape par étape. Voilà, V1 pour composante 1 et moins 1. Bon, maintenant, je vais déjà m'arrêter ici. Hein. Bon, avant d'aller voir le restant. V1, on est dans le plan. Hein. Donc, je peux mettre ceci. Parce qu'on est dans le plan. Quand je suis dans le plan, je suis dans R carré. Vous voyez qu'ici, on a dans R carré. Hein. C'est un vecteur à deux dimensions. Hein. Comment je peux écrire ceci? Le vecteur V1 s'écrira une fois E1 étant la base, plus moins une fois E2. Voilà, là j'ai mis la base dans la base E1, E2, voilà V1. Et de la même manière, j'écrirai avec V2 dans la base E1, E2. Voilà, sécher, bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais sachez que je suis dans R carré, je suis dans le plan, et donc je manipule les vecteurs du plan. Alors, bon, ça on peut faire la multiplication matricielle, hein, on peut le faire. Alors, 1 fois 1, ça fait 1. Moins 3 fois moins 1. Normalement, j'ai une 2, 2 et une 2, 1. Je dois obtenir une 2 fois 1. Donc je fais 1 fois 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. 3 plus 1, j'ai 4. Une fois moins 2, moins 2, ce qui fait moins 4. Voilà. J'obtiens ce résultat. Mais ce résultat-là, je peux écrire que c'est 4 fois 1 moins 1. Voilà. Donc ici, le 4, on a bien que ceci, hein, on a bien l'écriture là. Je ne parle pas de ceci, hein, ça c'est ma multiplication matricielle. Voilà, et j'obtiens, voilà, j'ai bien l'écriture là. Oui. L'écriture là. MV il est là, MV il est là. Lambda il vaut 4, la matrice A vaut 1, moins 3, moins 2, 2. Voilà. Alors maintenant, bon, ça c'était pour le vecteur V1. Ouais. Pour le vecteur V1, je peux mettre une flèche parce que je suis dans le plan. Il faut qu'on voit la flèche, bien sûr. V1, c'est égal à quoi? 1, 1 ou J, I, je peux mettre IJ. Hein. Bon, les bases ici, je l'appelle voilà, moins 1 fois E2. Voilà. Bon, alors, au vecteur V1, qu'est-ce qu'on a vu? Mais que lambda égale 4 est valeur propre. Est une valeur propre. Donc, celui-ci, le vecteur V1, là, est un vecteur propre.
de la matrice ici. C'est un vecteur, voilà, le vecteur propre 1 moins 1 est un vecteur, enfin le vecteur ici est un vecteur propre de la matrice A, parce qu'il existe un nombre qui, voilà, qui répond à cette condition-là. Donc, et lambda est une valeur propre, est une valeur propre. Donc, lambda est une valeur propre de la matrice A. Donc, oui, le vecteur propre ici, c'est quoi? C'est 1 moins 1, bien sûr. Voilà, le vecteur propre, il est là. Hein. Parce que ça, c'est la matrice vecteur propre. La matrice, c'est MV. Mais c'est plutôt le vecteur propre qui est... ça, c'est un vecteur propre, puisqu'il existe une relation, hein, voilà, qui répond à ceci. La relation répond à ceci. Donc, quand elle répond à ceci, ben, c'est pas la matrice vecteur propre, c'est le vecteur. C'est le vecteur qui est un vecteur propre de la matrice A. Et lambda égale 4, 4 est une valeur propre de la matrice A. Voilà, mais le 4 est une valeur propre de la matrice A associée au vecteur propre à moins 1. Donc il est associé au vecteur ici, au vecteur là. Je m'excuse, parce que ça, c'est la matrice vecteur. Voilà. Ceci étant dit, maintenant recherchons une autre... donc cette valeur est unique. Hein. Ce lambda là, il est unique. Il est unique pour ce vecteur. Pour ce vecteur là, lambda est unique pour ce vecteur propre. Alors, ça c'est un vecteur propre de la transformation T. C'est un vecteur propre de la transformation T. On a bien ici, on a bien ceci, hein. 4 fois le vecteur, 4 fois le vecteur, la transformation c'est 4 fois le vecteur. 4 fois le vecteur 1 moins 1. Voilà, on a une transformation qui est 4 fois le vecteur 1 moins 1. Quatre fois le vecteur 1 moins 1 donne A fois MV. Voilà. Donc le 4, on a su associer à une matrice. Hein. Ou plutôt, à la matrice, on a su associer un nombre. C'est surtout ça. Hein. C'est plutôt ça. Ça se voit dans ce sens-là. Ça se voit dans ce sens-là. À la matrice, on a su associer un nombre. Le vecteur, il est ce qu'il est. Il reste là. Voilà. À la matrice, on a su associer un nombre. Bon, maintenant, ça, c'est avec le vecteur V1. Maintenant, je prends un second exemple. Toujours avec la matrice A. Et je vais prendre un vecteur V2 de composante 3, 2. Bon, par contre, ça, il faut que je le note ici. V1, on a trouvé combien? 1, moins 1, et son vecteur propre, sa valeur propre, elle vaut 4. Voilà, si j'avais pris V1. Maintenant, prenons V2, qui est, toujours, on est toujours dans le plan, je mets une flèche, je prends 3, 2. 3, 2, ce qui veut dire 3E1 plus 2E2. Ou V2, si vous voulez, qui s'écrira 3, 2 comme ceci. Donc, ce qui veut dire que je dois changer ceci. Bon, si je mets 3, 2 ici, mais ça ne vaudra plus 4. Hein. Vous aurez compris qu'on n'aura plus 4. Bon, alors, calculons. 1 fois 3, 3, moins 3 fois 2, 6. Une fois 3, 3, moins 3 fois 2, 6. 3 moins 6. Ouais.
vais faire avec du vert. Une fois 3, 3. Moins 3 fois 2, 6. Moins 6. 3 moins 6, et qui fait moins 3. Voilà. Alors, 3 fois moins 2, moins 6. 2 fois 2, 4. Moins 6 plus 4, ce qui fait moins 2. Voilà. Eh bien, on voit tout de suite que ça fait moins 1 fois 3, 3, 2. Donc il existe un lambda qui est égal à moins 1. Donc là, pour le vecteur, le scalaire là, moins 1 est associé au vecteur V2. Alors le 4, il est associé au vecteur V1. Donc le 4 est associé au vecteur V1, donc lambda est la valeur propre de la lambda égale 4 est la valeur propre de la matrice 1, moins 3, moins 2, 2 associée au vecteur 1, moins 1. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors qu'ici, on a lambda égale 1 et la valeur propre associée, la valeur propre de la matrice 1, moins 3, moins 2, 2 associée au vecteur propre 3, 2. 3, 2, voilà. C'est exactement ça. Bon, maintenant, autre chose, et je terminerai la vidéo avec ça. On va dire que tous les vecteurs collinaires à V1, tous les vecteurs qui sont collinaires à V1 sont aussi vecteurs propres de la matrice, bien sûr, ici. La matrice A. Et, je veux dire, tous les vecteurs collinaires à V1 sont aussi vecteurs propres de A, ainsi que tous les vecteurs collinaires à V2. Voilà. Ça veut dire que tous les vecteurs collinaires à V1 sont des vecteurs. Tous les vecteurs collinaires à V1 sont des vecteurs propres de A. Tous les vecteurs. Voilà. Tous les vecteurs collinaires à V1 sont des vecteurs propres de A. Et tous les vecteurs collinaires à V2 sont des vecteurs propres de A aussi. Voilà, donc il y a toute une panoplie de... Bon, et ça, on peut voir ça. Comment prenons un vecteur collinaire à 3, un vecteur collinaire à V2. On va prendre un vecteur collinaire à V2. Bon, vecteur collinaire, il va se situer sur la même ligne. Hein. Bon, donc il doit être proportionnel. Je prends la proportion 3, 2, je prends un vecteur 3, 2, 3. On va mettre 3 ici, 3, 2, 1. Je sais pas si on voit. Oui, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Et là, je vais mettre 1, 2. Voilà. Je vais mettre le vecteur V2 ici. Voilà, je vais mettre le vecteur V2. Alors, collinaire, je vais mettre 6 plus 4. 6, voilà. 2, 3, 4. Je vais faire que proprement, hein, parce que sinon, c'est vrai que si je commence à dessiner en tout petit là-bas, bon, je veux juste montrer ici que les vecteurs collinaires à V2 sont aussi vecteurs propres hein, de la matrice A. Ouais, j'aurais pu le faire avec V1, mais je vais le faire avec V2. Donc V1, c'était... Enfin, je vais le faire avec V2. Je vais le faire avec V2. 3E1 plus 2E2. Je vais le faire avec V2, pas avec V1. V2 est égal à 3E1 plus 2E2.
Bon, voyons voir. Collinaire, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et 1, 2. La base, elle est là. Hein. E1, E2. Dans R carré, c'est comme ça. Hein. Alors, dans R carré, on a X, Y. Alors, 3, 2, il est... bon, je vais mettre un peu plus bas. Ici, 3, 2. Alors, 3, 2, il est là. Donc, le vecteur, il est là. La composante 3, 2, il est là. Et ce vecteur, par rapport à l'origine, c'est... voilà, ce vecteur ici. Ça, c'est le vecteur V2. Maintenant, prenons un vecteur collinaire, je vais prendre 6, 4. Je vais prendre 6, 4. Quatre, 5 et 6. Je vais prendre 6, 2, 3 et 4. Voilà, donc on a ici quelque part. Donc le collinaire ici, le vecteur ici fait quoi? 6, 4, ben, voilà, voilà, ils ont même ligne. Même ligne, donc même direction. Hein. Ils sont sur la même ligne, donc ils ont la même direction. Donc on va prendre le vecteur 6, 4, bon, qui est 2 fois V2. Hein. Voilà, je prends 2 fois V2. Bon, ben, voyons voir. Il suffit de remplacer 6, 6, 4. 6, 4. Bon, ce qui fait combien? Une fois 6, 6. Une fois 6, 6 moins 12. 12 moins 6 moins 12, moins 6. Moins 12 plus 8. Moins 12 plus 8. Moins 4. Voilà. Et on a toujours moins 1 fois 6, 4. Voilà. On a toujours moins 1 fois 6, 4. Donc, si je prends un vecteur collinaire, ben, tous les vecteurs collinaires auront pour valeur propre moins 1. Ils auront tous pour valeur propre moins 1. Ils auront tous pour valeur propre moins 1. Tous les vecteurs collinaires à V2 auront tous, comme V2 a la valeur propre moins 1, tous les vecteurs collinaires à V2 auront pour valeur propre moins 1. Et tous les vecteurs collinaires, comme V2 est un vecteur propre de la matrice A, tout vecteur collinaire seront un vecteur propre de la matrice A. Et ils auront tous la valeur propre moins 1, qui est une valeur propre de la matrice A, associée au vecteur, bien sûr, V2, mais à tout ce qui est collinaire à V2. Voilà. Alors, sachez que, bon, tout ça pour vous dire aussi que quand on a un vecteur propre, ou des proportions de ce vecteur propre, bien sûr, comme je viens de vous montrer ici, collinaire à V2, qui est 4 fois V2, ici j'ai pris 2 fois V2, eh bien, la valeur propre est toujours associée, la valeur propre associée sera toujours unique. Hein. Donc le lambda sera unique. Hein. Le lambda sera unique ici. Voilà. Par contre, tous les vecteurs collinaires à V2 seront des vecteurs propres à la matrice A, associés à une valeur unique qui est la valeur propre. Voilà, je vous remercie. Bon, c'est vrai qu'il reste encore quelque chose à vous dire, c'est comment calculer tout ça. Hein. Bon, ici je vous ai montré un exemple, mais je vais vous montrer dans une vidéo qui va suivre comment on calcule ça. C'est par la technique de la diagonalisation. Mais ça c'est pour suite au prochain épisode. Je vous remercie.